La lutte pour reprendre l'Europe est de retour. La riposte est enfin réellement arrivée. Si vous êtes quelqu'un qui a tellement peur de la prise de contrôle islamique et que vous pensez qu'il n'y a tout simplement plus d'espoir, alors cette vidéo est pour vous, car les gens commencent à s'en rendre compte et les choses changent. Et cela commence en Europe. On disait que ce n'était qu'une question de temps. Natalité élevée, migration massive, prise de contrôle culturel déjà à l'œuvre. L'Occident et l'Europe céderaient, l'islam hériterait de l'avenir. Oui, beaucoup d'entre nous ressentent cela, je pense. Cette histoire s'effondre, ici et maintenant, dans les données gouvernementales, les dossiers de migration et les enquêtes au cœur de cette foi. Deux murs sont apparus, un en Occident, un dans le monde musulman. Une force irrésistible les a frappés. Commençons par l'Europe, où les bouleversements politiques sont majeurs. Nulle part le revirement n'est plus brutal qu'en Suède, autrefois autoproclamée superpuissance humanitaire. En 2015, au plus fort de la crise migratoire européenne, la Suède a reçu 162 877 demandes d'asile en une seule année, le plus grand nombre annuel depuis que le pays a commencé à tenir des registres. Eh bien, ne faites pas. Ne faites pas ça dans votre pays. C'est une mauvaise idée. Le système a été mis à l'épreuve, l'intégration stoppée. Les inquiétudes sur la violence des gangs et les quartiers ségrégés ont déclenché un débat national autrefois jugé trop sensible. Pendant longtemps, l'establishment suédois jugeait la critique du modèle migratoire presque tabou. De nombreux pays continuent de le faire. Mais rappelez-vous, il y a 5 ans, dire ce que nous disons aujourd'hui aurait non seulement mené à une arrestation, mais aussi à être vu comme le pire raciste islamophobe du monde. Aujourd'hui, il devient presque normal d'aborder les vrais problèmes. C'est déjà un immense changement que nous ne mesurons pas à sa juste valeur. Quiconque exprimait des doutes sur l'intégration ou l'État-providence était souvent traité d'extrémiste, jusqu'à ce que les faits confirment ces inquiétudes. Dans les banlieues de Stockholm, Malmö et Göteborg, se sont formées des concentrations de population nées à l'étranger où le chômage était 2 à 3 fois supérieur à la moyenne nationale. La police avait identifié des zones vulnérables où la violence avait augmenté, plaçant la Suède parmi les pays européens avec les plus hauts taux d'homicides par arme à feu par habitant. Écoutez, si vous faites venir des personnes du tiers-monde, vous allez avoir des situations du tiers-monde. Quelque chose devait changer. En 2022, l'accord de Tidö a tout bouleversé. Une coalition de centre-droit soutenue par les démocrates de Suède, autrefois politiquement intouchables, a pris une décision inimaginable 10 ans auparavant. Ils allaient limiter les droits d'asile au strict minimum autorisé par le droit européen et international. Comment cela ne relève-t-il pas simplement du bon sens? Ça me dépasse. Il a été clairement dit que c'était pour rendre la Suède moins attrayante aux nouveaux arrivants. Cela a fonctionné. En 2024, les demandes d'asile préliminaires ont chuté à 9 645, soit une baisse de 23%, et le niveau le plus bas depuis le milieu des années 1980. En 2025, le chiffre est tombé encore plus bas, à 6 737. Écoutez, si vous ne rendez pas votre pays attractif pour les gens, alors ils n'ont pas envie de venir dans votre pays. C'est fou que cela ne soit pas du bon sens. Beaucoup évoquent la nécessité d'expulser des citoyens et d'agir de façon extrême, ce qui semble sans doute nécessaire. Mais le fait que ces personnes viennent parce que l'argent des contribuables rend leur situation si confortable signifie que la première étape consiste simplement à rendre cela moins confortable. C'est juste du bon sens. Regardez ce que montrent les données. Les chiffres n'expliquent qu'en partie l'évolution. C'est l'architecture juridique qui révèle le vrai changement. Un règlement de mars 2025 a supprimé le système EBO, où les demandeurs d'asile choisissaient leur logement. Les autorités estiment que cela crée des sociétés parallèles. L'aide financière dépend désormais de la résidence en centre d'État. Les interdictions de retour pour les déboutés passent d'1 à 5 ans. La possibilité pour les demandeurs d'asile déboutés d'obtenir discrètement un permis de travail a été supprimée en avril 2025. La mesure la plus notable reste la prime de rapatriement. Le gouvernement suédois avait proposé de l'augmenter à 350 000 couronnes suédoises par personne, soit environ 38 000 dollars américains à partir de 2026 contre seulement 10 000 couronnes par adulte dans l'ancien système, une augmentation de 35 fois. Le calcul est simple. La Suède est prête à payer les migrants pour qu'ils partent volontairement plutôt que d'affronter 40 ans de défis d'intégration. Cela n'aurait-il pas plus de sens s'ils vont utiliser l'argent de vos impôts? Au moins, ils ne devraient pas servir à les loger dans des hôtels où vous aimeriez séjourner, mais plutôt à les convaincre d'aller ailleurs. C'est un système simple, vous n'êtes pas obligé de les jeter dehors, vous pouvez aussi les inciter à partir. Cela ne marche pas partout, cela ne marchera pas dans les sociétés déjà trop dégradées, mais peut-être dans les pays qui commencent à se sentir mal à l'aise. Ce n'est plus la Suède de 2015, mais la Suède n'est que l'ouverture, car le Danemark est allé plus loin que n'importe quel autre pays en Europe. Sous la première ministre Mette Frederiksen et les sociaux-démocrates, le Danemark a adopté ce que le gouvernement lui-même décrit comme une politique zéro réfugié. Et les chiffres confirment ce discours. En 2024, le Danemark a accordé l'asile à seulement 864 personnes, son plus bas niveau depuis plus de 40 ans, hors 2020, lorsque le Covid a fermé les frontières. Le ministère de l'Intérieur britannique indique que les politiques danoises ont fait chuter les demandes d'asile à un niveau inédit en 40 ans et permis d'expulser 95% des demandeurs déboutés. 4 demandes d'asile pour 10 000 habitants en 2024.
Au Royaume-Uni, ce chiffre était de 16. La dissuasion fonctionne. Ce système est appliqué par un gouvernement de centre-gauche, ce que peu en dehors de la Scandinavie comprennent. Vous voyez cette éraflure. Un gouvernement social-démocrate. C'est vraiment incroyablement fascinant. C'est incroyablement intéressant pour moi parce que ce n'est pas seulement un problème de droite, c'est un problème que les gens voient partout comme quelque chose qu'il faut régler, non? Ça a tout simplement du sens. Un Premier ministre social-démocrate, héritier de l'État-providence danois, dirige aujourd'hui le régime migratoire le plus strict de l'Union européenne. L'argument de Frederiksen, martelé interview après interview, est sans détour. Le modèle social danois, selon elle, ne survivra pas à une migration incontrôlée. Les plus pauvres subissent l'échec de l'intégration. Écoles surchargées, violence des gangs, quartiers où l'État perd son autorité. À Newsweek, mi-2025, il déclare « Entrer au Danemark, commettre un viol et rester n'est pas un droit humain ». Première ministre en exercice d'une social-démocratie nordique en 2025. C'est de la folie, de la folie, de la folie. Le cadre de Frederiksen dépasse la rhétorique. Fondé sur la temporalité, selon la loi danoise, le statut de réfugié n'est plus une voie vers une installation permanente, mais est temporaire, révisable et révocable. Dès que les conditions dans un pays d'origine sont jugées sûres, le droit de résidence peut être retiré, même à des personnes qui vivent au Danemark depuis des années, qui ont appris la langue et construit leur vie là-bas. L'exemple le plus clair est venu avec la Syrie. J'adore ça. J'adore ça parce que je pense que les gens croient qu'une fois qu'ils entrent dans un pays, ils ont le droit d'obtenir tout ce qu'ils veulent. Mais ici, le Danemark dit non, vous allez devoir le prouver. Vous allez devoir prouver que vous le méritez. Et si vous prouvez que vous ne le méritez pas, cela peut être révoqué. C'est une façon de penser très 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 simple, n'est-ce pas? Disons-le comme ça. Tu as grandi en Amérique. Tu es citoyenne américaine. Tu mérites d'avoir la liberté. Mais si tu commets un crime, tu peux être mise en prison, ce qui veut dire que cette liberté t'est retirée. Tu ne mérites pas seulement la liberté, tu dois prouver que tu peux la garder. Mais pour les immigrés, c'est différent. Ils arrivent dans un pays, et s'ils agissent comme des criminels, on ne leur enlève pas cela. Je trouve ça complètement fou. Après la chute de Bachar al-Assad fin 2024, le Danemark a révoqué le séjour des réfugiés syriens venant des zones jugées sûres, dont Damas et Homs. Des Syriens au Danemark envisagent un retour volontaire, le gouvernement offrant environ 38 000 $ américains par personne en subvention pour faciliter ce retour. Pour de nombreux réfugiés au Danemark, cela implique une incertitude constante. Il y a aussi la mesure phare de 2018, le paquet ghetto, appelé « Un Danemark sans société parallèle ». Il cible les quartiers où les soi-disant immigrés non occidentaux et leurs descendants représentent plus de 50% des habitants et où les taux de criminalité sont élevés, les niveaux d'éducation faibles et les revenus inférieurs à la moyenne nationale. Je tiens à souligner qu'au Danemark, il existe des lieux où les migrants dépassent 50%, ce qui est impressionnant et parfois pris à la légère, mais ce n'est pas normal. Après désignation d'une zone, l'État peut démolir des logements sociaux pour changer la démographie. Mais la mesure la plus controversée concerne les enfants. Les tout-petits dans ces zones, à partir de l'âge d'1 an, doivent fréquenter une crèche basée sur la langue et les valeurs danoises pendant au moins 25 heures par semaine. Waouh! Si les familles ne se conforment pas, elles perdent leurs allocations familiales. Dès 2025, les réfugiés touchant des allocations devront travailler 37 heures par semaine, incluant stages obligatoires et cours de langue. L'État impose ainsi une assimilation forcée par la pression économique. Si la Suède fait demi-tour, le Danemark est un mur de briques, mais cela devient encore plus difficile plus au sud, à cause de l'Allemagne. Puis-je juste dire que cela me donne tellement d'espoir? Est-ce que quelqu'un d'autre se sent un peu soulagé de voir qu'il y a des pays qui font de bonnes choses maintenant? Je sais que la situation des migrants au Danemark n'est pas bonne. La situation de l'islam n'est pas bonne. Cela n'a pas résolu le problème, mais c'est au moins une sorte de chemin vers une meilleure solution, non? Et la France n'a pas seulement renforcé ses frontières, elle s'est attaquée à l'infrastructure idéologique à l'intérieur de ses propres villes. Le 5 novembre 2025, le ministre de l'Intérieur allemand, Alexander Dobrindt, a interdit l'organisation Muslim Interactive. Avant l'aube, les autorités ont perquisitionné 7 propriétés à Hambourg, 12 à Berlin et en Hesse. Des biens ont été saisis, des sites web fermés. Fondé en 2020, le groupe avait des milliers d'abonnés sur TikTok et YouTube et réunit 1000 personnes à une manifestation à Hambourg début 2024 avec des pancartes « Le califat est la solution ». Alexandre Dobrindt n'a exprimé aucun regret. Nous répondrons avec toute la force de la loi à quiconque appelle agressivement à un califat, incite à la haine contre Israël et les Juifs, ou méprise les droits des femmes et des minorités. Le ministre de l'Intérieur de Hambourg a dénoncé un revers pour l'islamisme moderne sur TikTok. Cela est arrivé 1 an après que l'ex-ministre de l'Intérieur de Berlin ait interdit le Zentrum islamique de Hambourg en juillet 2024 pour des liens présumés avec le guide suprême iranien et un soutien au Hezbollah. L'ICH, qui gérait la mosquée bleue sur les rives de l'Alster extérieur, était surveillé depuis des années par les renseignements allemands. Les autorités ont saisi des preuves que le groupe agissait, selon leurs propres termes, de manière hautement clandestine, en se servant d'associations caritatives de façade pour faire passer son influence et son idéologie dans les communautés musulmanes d'Allemagne.
Deux interdictions, deux organisations démantelées, toutes deux visant des structures que les autorités allemandes ont conclu être en train de créer, selon les termes du ministère fédéral de l'Intérieur, des ennemis permanents de la Constitution. C'est cette partie qui a discrètement redéfini l'approche allemande. Les interdictions n'étaient pas des réactions à des actes spécifiques de terrorisme. Elles étaient préventives, ce que certains juristes appellent désormais la répression avant le passage à l'acte. Les autorités allemandes n'attendent plus que des organisations radicales commettent des actes de violence. Ils démantèlent des structures jugées contraires à l'ordre constitutionnel par le gouvernement. Puis-je simplement dire que, même si j'apprécie le fait que l'Allemagne fasse cela, parce que c'est important, l'Allemagne a encore beaucoup de chemin à parcourir. Même si cette vidéo semble montrer que tout va mieux grâce à des images positives, c'est aussi ce que font les médias, mais à l'inverse. Elle nous montre du négatif et dit que tout s'effondre, même si ce n'est pas vrai. L'Allemagne ne va pas si bien. La France non plus. Qu'ils interdisent et anticipent certaines choses est déjà positif. Mais ce n'est pas encore une solution complète. Il est intéressant de rappeler que, malgré les discours affirmant qu'on ne peut rien faire face à la migration illégale sauf recourir à la violence ou l'accepter, une voie intermédiaire existe. Que si vous avez les bonnes personnes au gouvernement, et c'est pour cela qu'il est enthousiasmant que Keir Starmer ait été écarté, lorsque vous avez les bonnes personnes au gouvernement qui prennent de bonnes décisions, alors il y a des mesures qui peuvent être prises pour revenir en arrière. Il faut élire des personnes intelligentes. En Suède ou au Danemark, il ne s'agit pas de gauche ou de droite. Là-bas, le gouvernement est de gauche, mais ce sujet est souvent discuté à droite. Peu importe votre affiliation politique, il faut des personnes prêtes à affronter la vérité et à se battre. Un gouvernement fort peut vraiment protéger ses citoyens. Notre responsabilité est de choisir des personnes qui agiront vraiment et feront la différence, car vous pouvez changer les choses et, dans une certaine mesure, décourager certains comportements. Tara, il n'y aura pas de réalité dans laquelle tu sauveras l'Europe simplement en réduisant les incitations ou en offrant des aides au départ. Ce ne sera pas le cas. Il va falloir des réponses plus fortes. Cependant, c'est un pas dans la bonne direction. Merci de votre attention à ce sujet.